vous propose de commencer cette conférence. On a une conférence sur le financement donc, quotidiennement. On a voulu justement avoir un focus sur la partie financement, puisqu'on le sait aujourd'hui, le remplacement des flottes de véhicules utilitaires donc, et poids lourds par des véhicules à zéro émission, on va dire, est désormais donc une obligation, notamment en raison des réglementations comme les ZFE. Les transporteurs doivent se conformer aux nouvelles réglementations environnementales pour pouvoir travailler notamment dans les villes, j'en parlais, leur accès devenant de plus en plus complexe. On l'a vu au premier jour de conférence avec une conférence sur les ZFE. Et cette transition énergétique engendre des coûts significatifs. L'acquisition de ces véhicules peut représenter un investissement financier considérable. Alors au cours de cette conférence, nous allons examiner de plus près les diverses options de financement proposées, puisqu'il existe des solutions, donc solutions proposées par les constructeurs ou encore les banques pour aider les entreprises à franchir cette étape. Comme nous allons voir, donc, ces solutions existent pour accompagner cette transition. Alors pour nous en parler, nous avons donc avec nous aujourd'hui Olga Alexandrova, qui est directrice déléguée en charge du transport routier de marchandises chez TLF, Philippe Quillier, qui est directeur général de Daimler Truck Financial Services France, qui est une nouvelle entité, qui devient maintenant, ça y est, en place, mais on en reparlera. Christophe Tarot, dirigeant et fondateur de Consult Truck. Christophe qui connaît bien le monde du transport, du camion et également tout ce qui concerne le financement. Et Yann Talouarn, responsable du marché transport chez Crédit Coopératif, secteur d'activité sur le transport qui existe déjà depuis quelques années. On le sait peu, on en reparlera également dans un instant. Olga, je voudrais commencer par vous. On parlait dans la précédente conférence justement de la feuille de route. Il y a eu la task force mise en place pour travailler sur la décarbonation du transport routier, qui a abouti à une feuille de route et bientôt également à ce qu'on a appelé la transformation écologique. Cette partie financement qui est le nerf de la guerre, d'ailleurs on n'a pas pu en débattre avant parce que justement c'était on va dire une part importante pour en débattre. D'où ces conférences. La partie financement, l'acquisition des véhicules, subventions, etc., a été traitée justement dans ces réunions de travail. Le financement, pas tellement. C'est le TCO qui a été mis en exergue. Un peu plus proche. Oui. C'est le TCO qui a été discuté lors des travaux. Mais évidemment, la question de financement a été posée très vite par nos adhérents. D'accord. Donc, en tout cas, on en a parlé. Vous, votre but en tant que fédération, donc vous représentez les transporteurs, c'est les accompagner également. On voit à travers, vous allez en parler, des subventions, puisqu'on voit pour monter un dossier, notamment dans les appels d'offres, c'est vraiment un travail de titan, en tout cas pour les transporteurs en eux-mêmes. Oui, complètement. Nous portons notre action et nous nous concentrons aussi pour demander des subventions à l'État, parce que c'est un des volets qui permettra la transition énergétique. C'est vrai que sur la période 2021-2022, nous avons expérimenté le bonus écologique. C'est le dispositif qui a fonctionné, qui a été aussi critiqué par des transporteurs. Suite à ça, l'État a mis en place l'appel à projet. Et là, en comparant, on se dit, tiens, peut-être le bonus écologique, c'était mieux avant. Donc plus facile. C'était plus fluide. Et pourquoi critiquer par les transporteurs ? Le bonus ? Oui, vous disiez au départ. Le bonus, d'abord parce que c'était insuffisant, c'était plafonné à 50 000 par véhicule. Donc les transporteurs, ils ont trouvé ça insuffisant et aussi des longueurs de la part de l'ASP. Donc très, très difficile de traiter avec l'ASP, comme chacun le sait. Et ensuite, avec l'appel à projet, et nous avons aussi échangé avec l'administration avant que ce dispositif ait été mis en place, il permet de financer plus, aller au-delà, donc financer aussi l'infrastructure, mais on s'est rendu compte que c'était très difficile de le mettre en place, voire même faire appel à des consultants extérieurs, parce que ça nécessite une certaine technicité. Qui dit technicité dit des ressources supplémentaires et bien définies auxquelles des entreprises de modeste taille n'ont pas accès. C'est un frein majeur, par exemple, pour employer l'appel à projet pour des PME ou des
des toutes petites entreprises. Qui constituent la majorité d'ailleurs des entreprises de transport en France. Exactement, 80%. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de rappeler au pouvoir public l'importance des subventions. Donc nous avons demandé, donc, tout simplement de façon pragmatique, par rapport au plan pluriannuel et la trajectoire de la transition énergétique. Voilà, pour accompagner cette trajectoire, nous avons dit, OK, vous voulez tant de camions, donc il nous faut 200 millions d'euros pour l'année 2024 en subvention, appel à projet et retour aussi au bonus écologique. Qui rentrerait dans le PLF ? Alors, ça, c'est en cours de discussion. Il reste encore les 2 ou 3 semaines sont cruciales. Mais c'est demain. C'est maintenant. Bon, ça dépasse, donc on y participe, mais après, nous ne sommes pas non plus les premiers acteurs à discuter avec Bercy. C'est très difficile de discuter avec Bercy. Et pourtant, nous sommes là pour rappeler la nécessité d'un plan pluriannuel. Donc, pas uniquement pour 2024, mais aussi pour les années à venir, pour donner de la visibilité aux chefs d'entreprise. Bon, on ne va pas revenir pourquoi le gouvernement bute sur ces subventions de forme de bonus, puisque le ministre qui est venu mardi devait faire des propositions et apparemment Bercy bloquait. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler pour faire suite à ce que vous disiez. L'une des solutions, c'est également de faciliter donc l'accès aux loueurs, parce que vous le constatez déjà aujourd'hui, c'est l'une des portes pour acquérir un véhicule. En tout cas, c'est l'une des solutions. Oui, parfaitement. Les loueurs, c'est une carte à jouer pour les transporteurs, déjà pour laisser les risques, pour laisser le financement, et puis aussi pour expérimenter. Donc, pour essayer l'une des énergies, c'est ça ? L'une des énergies, et voir ce qui est plus facile. Ce sont aussi des conseillers, les premiers experts à côté des constructeurs, mais bon, les constructeurs sont un peu les experts, mais partiaux. On ne peut pas dire qu'ils vont parler d'autres modèles, alors que le loueur, il n'a pas vraiment de sensibilité pour un tel ou tel. Et là, ce qu'on pousse également auprès du pouvoir public, c'est de mettre en place un dispositif de suramortissement pour les véhicules en location longue durée. C'est-à-dire, c'est le locataire qui aura accès au dispositif de suramortissement. Voilà, parce que vous le disiez en préparant cette conférence, les loueurs, bien sûr, restent trop souvent à l'ombre pour les législateurs. C'est vrai que les décideurs ne pensent pas spontanément aux loueurs. Quand on n'a pas d'expérience, on s'arrête à notre environnement proche. Et pour les décideurs qui sont des particuliers comme moi et vous, ils n'ont pas vraiment accès aux loueurs de véhicules industriels. Donc c'est vraiment un angle mort du législateur. Alors vous le disiez, il y a différentes pistes de financement. On reviendra avec nos invités dans un instant. Puis on l'oublie. Alors vous discutez beaucoup avec des organismes comme BPI France, dans le cadre de la reconversion des flottes. Mais également, on n'y pense pas que la Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts, je crois, c'est ça. Oui, c'est attaché. Qui peut financer un camion. Il y a beaucoup de programmes. C'est vrai, lors de nos discussions aujourd'hui dans le groupe de travail avec l'administration, la Banque des Territoires est intervenue et j'ai été vraiment interpellée par tous les programmes aujourd'hui qui existent. Et il y a beaucoup d'antennes régionales. Et je vous invite, pour ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, d'aller regarder leur site, parce qu'il y a plusieurs approches possibles pour les transporteurs. Il y a des possibilités, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, vous parliez également de l'inconnu du marché, d'une énergie galopante, c'est ce qu'on peut constater depuis quelque temps déjà. Vous dites que le frein, c'est la valeur d'acquisition proche de zéro ? Oui, le camion diesel, c'est un marché mature. On sait comment ça fonctionne et on sait qu'il y a la valeur résiduelle qui est utilisée pour les financements futurs par les transporteurs. Aujourd'hui, avec la technologie galopante, les véhicules dans 3-4 ans, ça devient complètement obsolète et donc la valeur marchande des proches se dégringole très vite. C'est ça qui crée le risque et on sait très bien. Et là, je regarde mes voisins.
Les banques, ce sont des personnes très sérieuses, mais qui n'aiment pas trop le risque et l'inconnu. On en parle dans un instant. Oui. Et voilà, donc ils vont peut-être défendre le contraire, mais je serais très curieuse de vous entendre. Bon, Philippe Quillet, alors directeur général donc, de la nouvelle entité Daimler Truck Financial Service France. Bon, il y avait déjà une activité financière donc chez Daimler, donc chez Mercedes, camion, truck, mais là, justement, c'est dû aussi à cette transition énergétique, à cette évolution des énergies, d'avoir une entité justement spécifique dédiée au financement. Oui, tout à fait. Donc le groupe Daimler a décidé de séparer ses activités voitures particulières et véhicules utilitaires en 2021, en décembre 2021, de ses activités camions et bus au niveau mondial. Et cette séparation avait vraiment pour objectif de se dire on ne peut pas continuer dans un monde en mutation et sur les investissements colossaux qu'il faut avoir dans les années à venir sur des nouvelles technologies, à avoir finalement deux stratégies. Une stratégie pour les voitures particulières et une stratégie pour les véhicules industriels qui n'est pas forcément compatible. Donc le groupe s'est réellement séparé, donc on est vraiment devenus de collègues, on est passé presque concurrents, j'aurais tendance à dire, ou en tout cas dans des entreprises très séparées. Et aujourd'hui, donc, il y a un périmètre qui s'appelle Daimler Truck, qui donc correspond aux camions et aux bus, et pour lequel on a donc dans chaque pays, 18 pour le moment, créé une entité de financement captive, donc qui a pour objectif de financer les camions et les bus, avec en fonction des pays différentes contraintes. Pour la France, et ce qui me concerne, donc la création d'une société avec un agrément bancaire auprès de la CPR de la Banque de France, pour pouvoir faire du financement en termes d'acquisition, c'est-à-dire ce que présentait Madame, une acquisition standard par un crédit classique, par un crédit bail ballon potentiellement, et puis en parallèle de la location qui correspond plutôt à ce qu'on appelle de l'usage, et qui, et je rejoins tout à fait vos propos, correspond exactement à ce qui est important dans notre sujet d'aujourd'hui, qui est la transition écologique. Pour des véhicules qu'on connaît peu, finalement, il vaut mieux tomber dans la case de l'usage, où on va expérimenter pendant une période une nouvelle technologie, ou plusieurs technologies différentes, sachant que chez Daimler Truck Financial Services, nous aimons les risques, en particulier quand ils sont sous une bonne étoile. Très bien, c'est bien, Philippe. Philippe, on parlait du financement du véhicule, et on en parlait tout à l'heure avec Henri Pacalin, concernant les infrastructures également. Vous financez partiellement, notamment tout ce qui est recharge. Oui, tout à fait. Donc on peut financer bien sûr un camion ou un bus avec une technologie électrique, puisque c'est la direction qui a pris le groupe déjà depuis quelques temps. L'hydrogène sera une étape à venir, mais pas pour tout de suite. Et dans notre agrément bancaire auprès de la Banque de France, on a été au-delà d'un agrément qui ne concerne que les véhicules roulants, mais on y a également rajouté la partie infrastructure de chargement, au même titre qu'on finance les équipements, une pompe à béton, une toupie ou une carrosserie traditionnelle, une semi-remorque, et on a un agrément spécifique pour la partie éléments de chargement de véhicules électriques. Que le matériel, pas la consommation, mais on est bien d'accord. Pas la consommation. Pas encore. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de métier, justement, donc nouvelle entité, mais changement de métier également de financer les véhicules industriels. Alors, le financement des véhicules industriels, pour finir, il est resté très traditionnel jusqu'à aujourd'hui. On est à 70% de crédit bail et le reste se fait en location financière ou en location longue durée avec service. Ça n'a pas changé. Par contre, ça évolue puisqu'aujourd'hui, les clients, et j'en reviens à ce mot de l'usage, souhaitent tester des nouvelles choses, n'ont pas forcément de valeur de revente, donc souhaitent plutôt avoir un loyer, connaître leurs coûts par avance, donc adjoindre des services. Donc la proposition aujourd'hui qui se dessine pour toutes ces nouvelles technologies, c'est un loyer avec un maximum de services, contrat de maintenance, réparation, de la télématique éventuellement pour les aider à faire du préventif, et à terme, une reprise qui est faite par le constructeur ou son distributeur dans le réseau, plutôt que de devenir acquéreur réellement du véhicule. Alors nous parlions des appels à projets plus que d'aides directes en France tout à l'heure. Par contre, vous ne rentrez pas directement dans ces projets d'appel à projets, hein, c'est ça? Alors on peut intégrer le bénéfice de l'aide, bien sûr. On peut travailler sur le suramortissement. On a d'ailleurs un sujet en ce moment sur la location, c'est-à-dire qu'il y a la location, on va dire, type loueur longue durée, qui est normalement le bénéficiaire de l'amortissement au lieu du client. C'est peut-être en train de changer en ce moment. En tant qu'établissement financier, on fait de la location longue durée avec service. Est-ce qu'on entre dans cette case-là
ou est-ce que le client bénéficie du suramortissement? On est sur ce dossier-là en ce moment parce qu'il y a une petite ambiguïté, je pense encore, qui est en train de se régler. Mais en tout cas, on aide le client d'une part avec des aides extérieures, puisqu'on fait appel à des spécialistes du marché pour aider les clients à travailler sur l'appel à projet, et si nécessaire, et pour le bonus, on avait fait le montage pour intégrer le bonus dans le financement du véhicule, mais malheureusement ça n'a pas été reconduit pour le moment, et l'appel à projet pourra bénéficier au financement à terme dans un plan de financement qui sera fait sur mesure. Alors on le disait, en France, c'est majoritairement donc des entreprises de petite, moyenne taille. Est-ce qu'il y a un côté pédagogique? Parce qu'on disait qu'il y a un changement dans vos métiers de financement. Est-ce que également acquérir financièrement un véhicule zéro émission, donc il y a vraiment une révolution, un changement? Pour moi, il y a deux changements importants. Un, il faut que le transporteur change un petit peu sa matrice dans la manière d'acquérir le véhicule ou de souhaiter un véhicule, puisque pendant des années, des dizaines et des cinquantaines d'années presque, on a plutôt une relation avec notre client où le client émettait un souhait et le constructeur mettait en œuvre le camion correspondant à ce souhait avec une carrosserie et un financement qui va avec. Tout ça pour acquérir le véhicule à la fin. Aujourd'hui, nous, on arrive avec une solution véhicule, qu'est-ce qu'elle est, avec son autonomie, et le client doit essayer d'interpréter et d'adapter sa tournée à ce véhicule. C'est toute la complexité du moment pour cette transition. Et sur cette partie financement, nous, on essaye de l'aider en lui donnant deux clés. Première clé, c'est que la durée de détention ne doit pas être la même puisqu'on n'est pas dans de l'acquisition. Donc c'est un changement du modèle habituel où j'achète un véhicule, je le finance, et j'ai une plus-value latente à terme. Il m'appartient et je peux le revendre. Voilà, après. là je suis dans l'usage, donc je peux peut-être, avec une garantie du constructeur, avec un contrat de maintenance, aller un petit peu plus loin. Et puis deuxièmement, on l'accompagne également sur une partie service additionnelle avec de l'assurance et en intégrant les services dans son loyer pour qu'il ait zéro surprise. C'est ça l'objectif. Yann Talouarn, donc vous êtes responsable du marché transport au Crédit Coopératif. Alors, on pense que c'est nouveau. Non, vous avez déjà une gamme dédiée donc pour le financement à la transition énergétique, je crois, dans le bio-GNV et l'électrique. Et vous proposez, alors avec l'une des fédérations, donc l'OTRE, également d'accompagner les transporteurs sur le rétrofit, je crois. Oui, c'est un peu l'idée, c'est de se dire, on connaît le marché du transport depuis une dizaine d'années, et il y a plusieurs usages et donc plusieurs carburants qui est mis à disposition. Et dire, voilà, au niveau du crédit coopératif, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, et sous l'impulsion des transporteurs et de l'OTRE, du syndicat où on est partenaire, on a mis en place un prêt qui était déjà existant pour tout ce qui était biocarburant, hydrogène, électrique, bio-GNV, et on s'est dit, on va rajouter le rétrofit. Parce qu'aujourd'hui, le gros souci, et nous on le voit parce qu'on finance les transporteurs depuis un certain temps, ils ont passé quand même le Covid, et là ils arrivent sur certains avec les amortissements des PGE, et la marge qui est réduite, on l'a vu juste avant, et comment on peut faire pour qu'ils puissent rentrer dans les ZFE. Et avec OTRE et les transporteurs, les groupements de transporteurs qu'on accompagne, on s'est aperçu qu'il y avait des solutions. Et des solutions beaucoup moins coûteuses, parce que sur un camion classique où le transporteur était propriétaire, ça coûtait aux alentours de 50 000 € à peu près. Donc à partir de là, on a demandé à notre groupe, parce qu'on fait partie du groupe BPCE, de pouvoir l'incorporer dans notre prêt mobilité verte. Et depuis le mois de septembre, avec OTRE, on a passé le partenariat et on a commencé à faire un peu la publicité au niveau des transporteurs, et ça commence à payer, et on commence à avoir des dossiers avec la réglementation au niveau du rétrofit qui est un peu longue à se mettre en place. Et donc, vous travaillez déjà avec les entreprises de transport depuis des années, donc vous étiez plutôt sur du bio-GNV électrique, c'est ça? Oui, on est un peu sur tout, hein. On fait un peu, on va de la station hydrogène en passant par le bio-GNV pour la mobilité. Après, on a une particularité, c'est qu'on a mis en place la traçabilité de l'argent. C'est-à-dire qu'au crédit coopératif, on a la chance, c'est qu'on a beaucoup de dépôts, et on a demandé à nos personnes morales qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas forcément les transporteurs, de leur dire, voilà, déposez sur des comptes à terme verts, on va pouvoir vous dire ce qu'on en fait.
Et à partir de là, on a créé ces 2-3 prêts, aussi bien pour la rénovation des bâtiments. On a des prêts spécifiques pour tout ce qui est photovoltaïque. Les transporteurs sont assez friands pour avoir des revenus complémentaires ou avoir au moins une énergie peu chère. Et on va retrouver la mobilité verte derrière avec des prêts tracés. Et du coup, pour le bilan RSE des transporteurs. Et ça, on l'oublie, ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les transporteurs ont tendance à avoir des clients. Les clients sont donc de plus en plus exigeants par rapport au bilan RSE. D'accord. Revenons sur le prêt pour le rétrofit. C'est récent, apparemment. Oui, c'est septembre. On vient juste de passer l'accord. Il y a quoi, une partie de franchise? Vous pouvez nous l'expliquer, par exemple Globalement, aujourd'hui, les prêts sur la mobilité verte, c'est 10 ans avec un minimum de 10 000 euros, avec une franchise d'1 an. Sur le rétrofit, on est plutôt sur du véhicule. On part aujourd'hui, avec les estimations qu'on a, sur 50 000 euros par véhicule et 5 ans maximum. D'accord. Donc pour l'instant, vous restez sur le mix énergétique sur cela, sur l'hydrogène bientôt aussi? L'hydrogène aussi. Alors la maturité est un peu plus longue. Aujourd'hui, on le voit, hein, les débats juste avant ont montré un peu le gros souci. On a la particularité de pouvoir incorporer et de tracer ces prêts-là. L'objectif est de monter en puissance. Aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de nos encours. On voudrait monter à 15, 20, ça serait génial. Mais les transporteurs, je le répète, ils ont une rentabilité qui ne leur permet pas de pouvoir passer tout à l'électrique quand on sait qu'un camion électrique est 3 fois plus cher qu'un camion classique. Et aujourd'hui, le rétrofit peut être une solution et l'usage sera la deuxième. Donc 3 fois plus cher, c'est-à-dire 3 fois plus de risques peut-être aussi? Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les transporteurs qui passent à l'électrique, c'est souvent parce qu'ils ont des gros clients qui sont demandeurs. Je sais pas, j'ai Veolia qui me demande de transporter leurs marchandises. Veolia va demander aux transporteurs, mais de l'autre côté, on va faire un contrat sur Veolia pour avoir le surcoût du financement. Alors Christophe Tarot, vous êtes fondateur et dirigeant de Consultruck. Alors justement, Olga en parlait. Votre mission, c'est de conseiller le transporteur. Souvent, les banques demandent donc un plan de décarbonation aux clients. Vous allez nous l'expliquer. Vous me disiez en préparant, c'était juste cette conférence, vous me disiez, avant le financement, c'est bien de bien choisir le mix énergétique. Enfin, en tout cas, l'énergie selon le transport. Commencez par ça déjà. Il est évident qu'avec l'arrivée de nouvelles énergies, on sait une chose, c'est qu'il n'y aura pas une seule énergie dans un parc, il y aura de multi-énergies, par différence avec le gasoil d'aujourd'hui qui est universel. Donc le choix de l'énergie se fait en fonction de l'usage. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut bien analyser effectivement le parcours, l'activité du camion, son usage, pour déterminer l'énergie qui va avec. Et effectivement, une fois qu'on a identifié cet usage, une fois qu'on est d'accord avec le chargeur, transporteur-chargeur, pour avoir le camion qui va bien par rapport à l'activité, il faut se rapprocher du banquier pour financer le projet. Et donc là, c'est là que les repères changent par rapport à tout ce qu'on connaît, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Hein. Un camion diesel, on sait tous ce que ça coûte au départ et on sait tous ce que ça coûte sur le marché de l'occasion 3, 4, 5, 6 ans après. C'est totalement maîtrisé et les banques connaissent tout ça par cœur. Il y a une analyse de collateral gap, comme on appelle, qui est permanente et qui est toujours à peu près positive. En tout cas, il n'y a pas de risque immense sur les camions diesel. Aujourd'hui, avec des camions qui sont plus chers, et je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les camions qui sont plus chers, il est évident que plus cher au départ, sans connaître le prix de sortie, de reprise, de vente dans 4, 5, 6 ans, forcément, la notion de risque, elle est là. Donc les banquiers vont être un peu plus frileux, je l'imagine, à financer des capex qui sont 3 fois plus élevés, sans avoir une vraie maîtrise de la revente du véhicule en cas de problème. Mais bon, pour autant, les banques aujourd'hui accompagnent les projets des clients parce que il faut y aller d'une part et on a besoin d'elles. Et d'autre part, les banques ont elles-mêmes dans leur plan RSE des projets, et surtout des obligations qu'elles s'imposent d'ailleurs. Et certaines disent, en 2030, nous ne financerons plus de camions thermiques.
Donc ça, c'est une vraie avancée, c'est une vraie contrainte, mais une opportunité à la fois de déplacer, en tout cas de faire monter en puissance les camions à énergie alternative. Oui. Alors vous dites qu'un transporteur qui renouvelle mal son parc, donc tout à l'heure je disais le choix de l'énergie était important, va mettre du temps justement à franchir cette transition énergétique. Il est évident qu'il faut démarrer maintenant. Moi, si j'ai un message à faire passer dans cette salle, c'est aux transporteurs, aux détenteurs d'un parc, c'est n'attendez pas. Démarrez maintenant, pas forcément avec une foultitude de camions, mais démarrez maintenant avec un premier camion ou dès quelques unités, parce que la phase d'apprentissage va être extrêmement longue. On l'a vu avec le gaz il y a 10 ans, 15 ans quand ça a commencé. Un camion gaz, c'est assez banal, a priori, hein, c'est la même mécanique plus ou moins qu'un camion diesel, donc c'est l'approvisionnement qui est différent. Ça paraissait pas très compliqué au départ, il n'empêche qu'en termes d'exploitation, ça change beaucoup de choses. Et donc, sur une énergie qui est assez similaire finalement au diesel, la phase d'apprentissage est longue. Donc, dès qu'on change de technologie, et avec les camions électriques, hydrogène bientôt, etc., la phase d'apprentissage va être longue. Donc il faut démarrer tout de suite sans attendre parce que, n'oublions pas une chose, hein, c'est que les camions acquis cette année 2023-24, quand ils vont être renouvelés dans 6 ans, 2030, je dois vous dire qu'un camion sur 2 renouvelé, il sera électrique. Il sera électrique. Donc n'attendons pas d'être rendu en 2030 pour se dire « Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut y aller ». Donc il faut démarrer maintenant. Pas encore une fois en changeant tout son parc aujourd'hui, mais avec quelques expériences, avec des chargeurs qui sont motivés. Je voudrais revenir sur un point, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites un camion électrique, ça vaut 3 fois le prix d'un thermique. C'est vrai, mais il faut ramener ça au TCO. Et moi, je vous dis aujourd'hui, un camion électrique en TCO, il est extrêmement proche d'un camion diesel. Donc, comprenant l'achat, également l'acquisition. TCO, donc ça comprend tout. Ça comprend tout. Donc attention de ne pas trop se faire peur avec des chiffres qui parfois paraissent un peu délirants. Oui, c'est beaucoup plus cher, on le sait tous. Simplement en termes d'exploitation, quand on choisit son parcours, quand on choisit la bonne recharge électrique, eh bien, on a des TCO qui sont extrêmement proches du diesel. Donc il faut démarrer, il faut y aller. Il faut avoir le point de départ quand même, qui est le financement. C'est le thème de la conférence. Le financement, ça reste toujours un point clé évidemment, mais là je crois que tout le monde, toutes les entreprises ouvrent la porte pour financer. Allez-y, prenez le micro. Juste un mot, il y a un élément qui va nous aider à tout ça, et là on est tous un petit peu, je dirais, les ambassadeurs de tout cela, c'est que les critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance, qui vont devenir des vecteurs importants pour les entreprises utilisatrices, pour les chargeurs, mais aussi pour les banques, vont favoriser cette transition. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisqu'on va être obligés tous de le prendre en compte. Et finalement, ce risque dont on parle, qui existe quand même, parce que c'est nouveau, mais que je relativise aussi, comme Christophe, sur le fait que le TCO, finalement, aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, la maintenance du véhicule, etc., on arrive à amenuiser, va être quand même favorisé par ces fameux critères ESG. Donc ça va nous aider dans cette transition. Christophe, pour revenir à la location, est-ce que c'est une solution de départ, justement, quand on ne connaît pas trop le mix énergétique, ce que disait Olga? Oui, c'est une vraie solution de départ. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le diesel où tout est maîtrisé, les transporteurs, ce que disait Philippe tout à l'heure, hein, achètent leur véhicule à travers un crédit bail, mais bon, achètent quand même le véhicule et maîtrisent la valeur de revente. Aujourd'hui, la valeur de revente, elle est quand même pas bien facile à appréhender, pas plus que la maintenance d'ailleurs. Donc la solution de location full service, elle permet de lever justement tous les risques. Celui lié à la valeur de revente, celui lié à la maintenance. Et donc en englobant ça dans une formule de location full service, on annule quelque part tous ces risques-là. Et c'est une vraie solution qu'il faut, pour moi, vraiment favoriser, parce que c'est un vrai point de départ pour maîtriser totalement son coût de revient kilométrique. Alors, en préparant la conférence, vous m'avez parlé de Neo Capital. Bon, il y a la transition énergétique, on voit il y a des innovations concernant les énergies. Il y a également des innovations en termes de financement. Alors vous me disiez que Neo Capital décorrèle la partie de la châssis, donc de la batterie. C'est-à-dire qu'il y a un financement des châssis séparé du financement de la batterie, c'est ça? Alors oui, il y a des innovations qui commencent à voir le jour. Et bon, c'est totalement novateur, bien sûr. C'est le fait de dire, on a un châssis d'un côté,
qui a une durée de vie qui est assez longue, hein, finalement, avec un châssis électrique. Il y a toujours une limite, évidemment, mais qui est quand même assez longue maintenant. Et puis, par contre, il y a des batteries qui ont une durée de vie qui est limitée. On parle aujourd'hui d'à peu près 7 ans, je crois que la profession est d'accord là-dessus. Et surtout, la capacité de la batterie se réduit au fil du temps. C'est-à-dire que sur une base 100 au départ, au bout de 6-7 ans, on arrive à base 70 en autonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire le même boulot. Bon. Et donc, à un moment, on peut se dire, il faudra remplacer la batterie par une batterie reconditionnée, etc., pour continuer le même boulot avec le camion du départ. Et donc là, l'idée naît de décorréler le financement du châssis et le financement des batteries. Et on peut tout à fait imaginer d'être dans ce scénario-là, où finalement le client ou la banque n'est plus propriétaire de l'intégralité du véhicule, mais il y a bien une vraie séparation et un financement différent, d'ailleurs, entre le châssis et les batteries qui seront à l'avenir reconditionnées en seconde vie pour des applications statiques. C'est-à-dire qu'à un moment, une batterie qui a 70% de sa capacité du départ, ce n'est pas zéro, et donc on peut utiliser ces batteries-là pour des applications statiques. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir avoir ça. Donc les batteries auront une seconde vie, et le camion pourra avoir une seconde vie avec une autre batterie. Donc il faut être assez imaginatif et inventif pour vous le conseillez, ça ? Vous le conseillez sur certains types de véhicules, peut-être? Oui, ça fait partie des solutions qu'il faut... je ne dis pas que c'est la solution reine, hein, pas du tout. En tout cas, ça fait partie des innovations du moment. Il faut vraiment réfléchir à cette solution, puisque, après tout, détenir une batterie, qu'est-ce que ça peut bien faire au transporteur? L'important, c'est avant tout qu'il gagne sa vie avec un camion qui lui permette de rendre service et d'effectuer son trafic. Voilà, donc il faut réfléchir à ces solutions-là. Alors avant de passer à des questions-réponses, Olga, on va faire donc plus ou moins une conclusion avec vous tous. Olga, on est vraiment à un tournant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le transporteur, on le disait, la plupart des entreprises de transport en France sont de petite et moyenne taille, donc des TPE et des PME, donc c'est pas nouveau, mais enfin on le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le samedi, le dimanche, le transporteur qui roulait toute la semaine, ou en tout cas qui travaillait, va devoir s'occuper encore plus du financement de son entreprise. C'est la problématique, tout à fait. Alors, d'autant plus qu'avant en fait, parce que bon, même avant c'était... Plus qu'avant, parce que ça coûte plus cher, parce que les intérêts sont plus élevés, donc le coût du financement est plus conséquent, et puis les perspectives 2024-2025, bon, 2024 ne sont pas très bonne. Et c'est vrai que le chef d'entreprise qui a mis toutes ses billes dans son entreprise, dans son outil de travail, production, avec tous les salariés, qui a mis, excusez-moi l'expression, les couilles sur la table pour gérer son affaire, c'est vrai qu'il va réfléchir plusieurs fois avant de se lancer dans cette aventure qui est une nouvelle aventure du XXIe siècle. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans notre ADN, depuis plus de 100 ans, toute l'économie a été bâtie sur le camion diesel, toute l'infrastructure a été conçue pour, donc le monde connaît. Et là, le chef d'entreprise, on lui dit, vas-y dans l'inconnu, fonce. Alors là, vous voyez, quand on parle de sa famille, quand on parle de ses salariés, quand on parle même de soi-même, c'est très difficile et il faut être courageux, ambitieux. Et c'est vrai, il faut compter aussi sur tout l'écosystème et tous les acteurs qui sont là pour l'aider, le chef d'entreprise, c'est-à-dire les banques, les loueurs, évidemment, et aussi les syndicats, les fédérations patronales qui sont là pour conseiller et guider. Philippe, pareil pour les constructeurs, on est un changement, une transformation, c'est-à-dire qu'on vend le camion différemment aujourd'hui? Alors on le vend différemment, on le propose différemment, comme on le disait, avec un écosystème, on va dire, chargeur, applicatif et financement différents. Mais je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est que la technologie avance très très vite également, puisqu'aujourd'hui, je vais faire évidemment une référence à un produit de notre marque, on présente sur le stand en première mondiale un véhicule qui aujourd'hui est tracteur, à 500 km d'autonomie, et est donné pour 10 ans
1 200 000 km. Donc là, on a déjà passé un cap important avec ce véhicule. Donc la technologie avance énormément. Et puis deuxièmement, et je reprends ce que disait madame, bien sûr qu'un entrepreneur, il faut le respecter pour déjà l'engagement qu'il prend à titre individuel et pour ses salariés, parce que c'est un peu sa famille, effectivement. Et pour cela, il faut qu'on l'aide. Pourquoi ? Parce qu'au camion, on n'est pas dans un marché où on va vendre un camion une fois à quelqu'un pour faire une belle marge. On est dans une opération qu'on veut à long terme et pour lequel on souhaite le renouvellement de ce véhicule. Donc le constructeur de camion, il est lié à ses clients pour pouvoir, je dirais, faire du gagnant-gagnant. Alors c'est facile de le dire, ça fait un petit peu, je dirais, symbolique, mais je pense vraiment que c'est la force de ce métier, de professionnel à professionnel, de travailler ensemble dans cet environnement incertain qui évolue beaucoup, mais pour lequel on trouvera des solutions pour que on puisse renouveler notre confiance dans 6 ans, 7 ans et continuer à avancer tous ensemble. Yann, pareil, je suppose pour les banques, enfin en tout cas pour le crédit coopératif, c'est-à-dire que vous êtes à un changement, c'est-à-dire que le véhicule, le produit donc change beaucoup, c'est le véhicule là, avec la transition énergétique. Donc on a une transformation également des métiers chez vous. Oui, on le voit, et ils sont quand même un peu inquiets, mais en même temps, ils ont tellement vécu de choses qui sont adaptables et ils savent qu'ils vont aller vers la décarbonisation de leur parc, et ça ils le savent. Après, nous on le voit, grosso modo, il y a 10% du parc qui est renouvelé chaque année chez les transporteurs. On le voit, il y en a qui essayent d'aller un peu plus vite en faisant 2, 3 véhicules par-ci et ainsi de suite. Après, je pense, je suis d'accord sur le fait que sur la nouvelle technologie, et on le voit avec nos smartphones, comment ils ont évolué et comment tous les 2 ans on est obligé de les changer. Je pense que c'est un peu la même chose sur les véhicules électriques. On aura des avancées significatives, et c'est vrai que je reste sur mon idée que l'usage de chaque transporteur aura une solution d'énergie complètement différente, et à nous de les accompagner à chaque fois dessus. Et ils auront la problématique RSE en plus, avec les problèmes RH qu'ils vont avoir et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de sujets qui vont être obligés d'aborder dans les prochaines années, et c'est vrai que la réglementation ne va pas les aider non plus. Christophe Tarot, est-ce qu'on va rester optimiste quand même? Mais bon, quand même, le financement, si on veut que ça avance, pas qu'en France, mais en France, on parlait du côté réglementaire, mais il n'y a pas que le côté réglementaire. Si on va avoir des camions électriques, en tout cas vertueux sur les routes, il faut passer par un financement, par des solutions. Alors moi, je suis extrêmement optimiste, parce que je vois aujourd'hui une volonté forte des banques d'accompagner la décarbonation du transport, à travers des engagements forts et à travers des risques qui sont pris, malgré tout, auprès des clients, sur les premiers véhicules. Donc là, c'est un premier message très très fort de la part des banques, et puis aussi fort de la part des constructeurs qui portent également le risque complet, lié à la revente, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, lié à la technologie, et qui s'engagent auprès des clients, même d'ailleurs en finançant les infrastructures. On sait bien qu'un camion électrique, sans son infra, il ne va pas donner grand-chose. Le gasoil, on sait le recharger facilement, l'électrique, c'est un peu plus compliqué. Et donc en accompagnant toute cette transition énergétique, il y a un vrai message fort des constructeurs de dire on y va. Ce qui d'ailleurs est une bonne solution aussi pour eux, parce que ça permet de capter plus de business, et en captant plus de business, on peut réinvestir dans l'avenir, dans la technologie, etc. Donc non, je suis extrêmement optimiste sur l'avenir. Je trouve d'ailleurs que ça va pas assez vite. Mais bon, parce que les clients se font peur, sans doute, et à nous de lever ces peurs en amenant des éléments concrets de réponse. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais vous donner un micro. Merci. Bonjour, Arnaud Villéger, je suis le directeur de l'Observatoire du véhicule industriel. Christophe, j'avais un point pour vous. Je voulais d'abord rajouter, vous disiez que l'adoption du véhicule électrique allait être plus longue que le gaz ou aussi longue que le gaz. Peut-être, je crois qu'elle va être un peu plus courte, notamment parce que les constructeurs, ce qui n'était pas le cas avec le gaz, ont des pressions réglementaires. Donc je crois que ça va s'accélérer. J'avais un point, vous disiez que la location et l'externalisation pouvaient être un bon sujet pour tester, essayer et accélérer, mais ça veut dire que
Ça veut dire que l'exploitant va perdre la connaissance qu'il avait, possiblement, de l'exploitation et du diesel. Est-ce que ça veut dire que les loueurs doivent se renforcer sur le reporting qu'ils font, de façon à ce que l'exploitant n'ait pas l'impression de perdre une information importante ou une connaissance importante dans son exploitation? Alors, je vais répondre à la première question. Je ne crois pas avoir dit que la période serait plus longue. Je dis que la phase d'apprentissage avec le gaz a été longue, alors que les technologies avec le diesel sont à peu près similaires. Donc on peut imaginer que la phase sera longue aussi d'apprentissage pour l'électrique. Effectivement, il y a des contraintes réglementaires qui sont différentes, et donc le timing risque d'être plus court. C'est pour ça que plus tôt on démarre, plus tôt on est prêt. Pour répondre à la question sur l'exploitation, moi je considère qu'aujourd'hui le rôle d'un exploitant de transport, c'est de faire rouler ses camions et dégager de la marge. Et ce qui se passe côté technique, c'est pas trop son problème. Lui, il a besoin d'un camion disponible à 100% du temps. Après, le côté technique, uptime, ça se passe chez le constructeur et le côté technique du transporteur. L'exploitant, lui, il est là pour faire tourner ses camions, considérant qu'ils sont disponibles quand il en a besoin. Donc, électrique ou diesel, pour moi, ça ne change rien. Ce qui va changer, par contre, dans sa vie d'exploitant, c'est la notion d'autonomie. Et il ne pourra pas recharger, il ne pourra pas faire sa semaine avec un plein d'électricité. Ça va être ça. Aujourd'hui, les camions, ils partent, ils font 2000 km sans refueler, ça va très bien. On ne pourra pas le faire avec de l'électrique, par exemple. Donc c'est ça ce qui va changer sa vraie vie d'exploitant. Un, savoir où refueler de l'électricité, enfin recharger. Et puis deux, à quel prix recharger. Parce que le gasoil, le prix, il est lisse sur un mois, grosso modo, hein, ça ne varie pas beaucoup. Alors que l'électricité, le prix il est extrêmement différent suivant l'heure de la journée. Quand vous êtes en pleine demande, le kilowattheure il vaut cher. Et quand vous êtes la nuit, il n'y a pas de consommation, le kilowattheure il est gratuit. Donc il va falloir gérer ces paramètres de période de recharge. Et quand on enfile toutes les contraintes pour finir, là ça va vraiment compliquer la vie de l'exploitant. Mais sinon la technologie par elle-même, non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste une petite remarque. Stéphane Spitz, BNP Paribas RTJ. Juste une petite remarque par rapport à ce que vous disiez. Donc nous, on fait de la location de durée de véhicules, évidemment. Voilà. Et donc en fait, toute l'externalisation des risques sur la maintenance, la revente, etc., c'est notre job. Ça faisait plaisir que vous disiez qu'on est engagé, parce qu'on est fortement engagé. Un des freins les plus importants qu'on a, c'est que cette mutation passe par une remise en cause assez fondamentale, dans beaucoup de cas, de l'exploitation chez les clients. Vous parliez du manque de visibilité sur l'énergie, c'est un des vrais points, mais on l'a vu quand on fait des approches TCO, la volatilité qu'on a pu avoir sur le diesel, le gaz et maintenant l'électricité en l'espace de 24 mois, dans les 24 derniers mois, a complètement chamboulé les approches TCO. Les rankings de TCO étaient complètement différents. Donc moi, la remarque que j'ai pour accélérer ça, c'est qu'il y a effectivement un très fort besoin d'accompagnement, une partie qu'on peut faire nous avec des outils d'aide à la décision mais qui concernent le véhicule, mais aussi une grosse partie d'accompagnement et de conseil dans les impacts, dans la façon d'exercer leur activité. Il y a évidemment la livraison du dernier kilomètre qui va peut-être changer, ce sera peut-être plus du 3,5 tonnes mais du 7 tonnes, ou plus du 7 tonnes, mais voilà. Et que tous ces sujets, tous ces impacts assez fondamentaux sont vraiment pour nous ce qui est un frein à je franchis le cap. Et que cette phase d'accompagnement, je pense qu'il y a, alors dans votre métier très probablement, mais aussi à nous tous, d'aider les exploitants, mais aussi ceux qui se servent de camions pour leur activité, mais ce n'est pas leur activité propre, c'est un usage, pour les aider à cette réflexion. Voilà, c'était la réflexion. Mais moi, dans les clients avec lesquels je travaille, c'est principalement leur question, c'est quelle énergie pour quel usage et quelles conséquences sur ma vie de transporteur ou d'exploitant de parc, quelles conséquences sur l'exploitation, sur le TCO, sur l'investissement, et directement on se rapproche des banques. Hein. Quand on dit qu'il faut acheter un camion électrique qui vaut 3 fois le prix d'un diesel, forcément, dans une enveloppe d'invest qui est limitée, si on n'a pas d'expansion d'enveloppe, on divise le volume de camions par 3, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec les banquiers dès le départ. Sinon, ça ne marche pas, bien sûr. Peut-être une toute dernière question. Oui, allez-y.
Bonjour, Florence Roux, journaliste. Est-ce que la transition vers de nouvelles énergies, de nouveaux parcs, de nouvelles installations d'avitaillement, ça amène les constructeurs à développer leur activité bancaire, de conseil et dans quelle proportion, dans quel volume? Parce que vous avez... Oui, je vous laisse. Donc, au niveau des infrastructures, aujourd'hui, on ne s'est pas positionné comme, on va dire, en première ligne, comme leader sur l'infrastructure. Néanmoins, on a des partenariats au niveau européen, notamment avec des entreprises qui vont développer des infrastructures, notamment spécialisées sur le poids lourd. On a un partenaire là, qui veut développer 1200 points d'avitaillement en Europe dans les 4 ans qui viennent. Donc, on est sur des chiffres assez colossaux quand même, avec un concept assez nouveau, qui est un concept de station poids lourd électrique permettant d'accueillir le chauffeur, ce qui est un des problèmes aujourd'hui, on le sait, notamment la nuit, avec une douche, avec un accueil particulier, parce qu'on pense que ça passera aussi par ça dans la vie du transport, il faut faire évoluer tout ça. Donc il y a des concepts assez nouveaux, assez intéressants. Et puis au niveau du constructeur, de manière plus particulière, on est en train d'essayer de muscler notre réseau sur cette approche pour qu'il puisse effectivement intervenir soit avec un partenaire chez le client, soit déjà aussi dans une première approche, être plus fort dans la manière de présenter les infrastructures de recharge. Et j'en profite pour ajouter quelque chose sur ce point-là, qui sont, à mon avis, le nerf de la guerre, parce que, compte tenu de l'attente qu'ont les clients aujourd'hui et de l'incertitude, le jour où tout le monde va enclencher la première, il risque d'y avoir un problème en termes de capacité à construire des infrastructures chez les clients ou à l'extérieur d'ailleurs. Donc moi j'encourage les clients que je rencontre à dire posez-vous dès maintenant les questions, de quelle puissance je dispose, première question, comment je peux gainer mon site pour faire arriver le courant et déjà sélectionner au travers d'un appel d'offres 1 ou 2 prestataires pour pouvoir déclencher rapidement la mise en œuvre le jour où j'aurai passé le cap psychologique. Parce qu'il ne faudrait pas commander un camion et s'intéresser après à l'infrastructure. Je pense que là, ça serait le mauvais calcul. Bon, en tout cas, merci. On aura l'occasion d'en reparler demain parce qu'il y aura une nouvelle conférence sur le financement. Merci à vous tous, en tout cas, d'être venus et puis d'avoir posé des questions également, d'avoir assisté à cette conférence. Merci.